le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre. Tous les signaux d'alerte sont au rouge. Les dérèglements climatiques se multiplient, touchant particulièrement les populations les plus pauvres du Sud, mais aussi celles du Nord. Sécheresse, désertification, modification des saisons, inondations, ouragans, typhons, feux de forêt, fonte des glaciers et de la banquise. Nous vivons dans une nouvelle ère depuis 12 000 ans, qui est une ère dans laquelle le climat était tempéré. Et ce climat tempéré sur la Terre a permis en particulier le début de l'agriculture, ce qu'on a appelé les révolutions néolithiques, et la domestication des espèces du fait de ce climat tempéré. Il y a une évolution naturelle du climat, mais les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, et le rapport du GIEC le confirme, viennent de l'activité humaine. Si l'on regarde le résumé aux décideurs, il y a ces 4 conclusions principales sur le XXe siècle. Il est écrit qu'il était extrêmement probable que l'élévation de la température globale de la planète depuis le milieu du XXe siècle soit attribuable aux activités humaines. Alors extrêmement probable, dans le langage de GIEC, ça veut dire plus de 95% de chances que ça soit le cas. Alors un scientifique ne vous dira jamais 100%, parce que ça n'existe pas. Mais plus de 95% de chances, on est au maximum possible au niveau statistique de l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines. Au moment de la révolution industrielle, nous avons choisi d'abandonner les énergies dites aujourd'hui renouvelables, qu'on appelait aussi les énergies froides, le vent, l'air, l'eau en particulier. On les a remplacés par les énergies fossiles, en particulier le charbon et le pétrole, qui ont la particularité, lorsqu'ils brûlent, d'émettre notamment du dioxyde de carbone, qui se concentre dans l'atmosphère. Et donc on voit, depuis la fin du XVIIIe siècle, une concentration de plus en plus importante du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Une fois que ces gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le dioxyde de carbone, ont été émis, ils forment une sorte de calotte au-dessus de la Terre qui empêche la chaleur qui est émise de sortir, je dirais, de l'atmosphère. La chaleur se trouve concentrée, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, qui engendre le réchauffement climatique, un réchauffement climatique global. Donc je disais, cela fait 2 siècles, il y a des pics, cela a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Un autre pic, ça a été le début de l'utilisation du pétrole à la fin du XIXe siècle, et une accélération très grande après 1945 et après les années 1980. Il est écrit que les 3 dernières décennies sont probablement les plus chaudes depuis 1400 ans. Également que les neiges et glaces de toutes sortes se rétractent à un rythme effréné. Et que maintenant cette fonte de la cryosphère, donc ces neiges et glaces, contribue de manière significative à la hausse du niveau de la mer. En plus du fait que le niveau de la mer augmente de par la simple dilatation de l'océan. Un fluide, enfin une masse d'eau plus chaude a un volume qui est plus grand qu'une masse d'eau plus froide. Donc ces périodes froides sont les périodes glaciaires et les périodes chaudes sont les périodes interglaciaires. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est l'ordre de grandeur entre une période glaciaire et une période interglaciaire. L'ordre de grandeur, c'est 5-6 degrés. La différence de la température globale de la planète entre une période glaciaire et une période glaciaire, je le répète, c'est 5-6 degrés. Et une période glaciaire, en termes d'impact, en termes de ressenti, qu'est-ce que veut dire une période glaciaire? C'est au niveau de la mer, en tout cas pour la dernière, qui était 130 mètres en moins qu'aujourd'hui. Il y avait des calottes glaciaires de plus de 2000 mètres sur l'Europe du Nord et sur l'Amérique du Nord. Le GIEC a fixé à 2 degrés l'augmentation globale de température maximum sur la planète, de manière à ce que nous puissions maîtriser encore les effets du changement climatique. Au-delà de plus 2 degrés, on ne maîtrise plus les effets du changement climatique. On ne peut plus le maîtriser. C'est un phénomène d'emballement climatique et qui peut être extrêmement rapide et extrêmement brutal, celui-là. Le GIEC nous avertit qu'on peut aller vers plus 5 degrés à l'horizon 2100 et que ça va se faire dans les décennies à venir, pas en 2099. Et donc, c'est vraiment... Et tout ça, ça se joue aujourd'hui. Dans les 10 ans à venir, on peut éviter ou non d'aller dépasser ces seuils. On a une responsabilité immense sur les épaules, notre génération.
Je trouve que l'objectif d'un événement organisé par Alternativa sur Bayonne, c'est vraiment de donner la pêche en montrant que d'autres voies sont possibles, et ça vient bien illustrer ce que lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire nous avions appelé le trépied du rêve, c'est-à-dire le rapport entre le R de la résistance, mais à ce moment-là d'une résistance créatrice, et on voit bien que sur le dérèglement climatique, il y a beaucoup d'objets de résistance qui sont légitimes, le V de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire, qui montre que d'autres voies sont possibles, mais sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice et le fait par exemple qu'à Bayonne, toute la ville va devenir une vitrine de tout ce qu'il est possible de vivre, de faire pour consommer autrement, se financer autrement, se transporter autrement, habiter autrement, et montrer du même coup qu'on n'est pas simplement du côté de l'alerte, on est aussi du côté de ce que le Forum social mondial de Belém a appelé la transition vers des sociétés du buen vivir. Quand on a compris qu'il y a un lien entre la démesure et le mal-être, on comprend que les stratégies positives, elles sont évidemment du côté de l'alternative à la démesure, mais elles sont tout autant du côté de l'alternative au mal-être. Parce que seule la joie de vivre est l'énergie suffisante pour s'opposer à la peur. Si nous voulons faire baisser la peur, et derrière la peur, vous avez de la domination, de la captation, il faut faire monter la capacité de s'organiser pour lutter dans le plaisir et dans la joie. Et je trouve que cet événement organisé par Alternativa est une excellente façon de se mettre sur ce chemin de résistance créatrice. L'enjeu est clair, réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas franchir les seuils dangereux, voire irréversibles, de réchauffement et de déstabilisation du climat. Les solutions existent. Elles sont déjà mises en œuvre par des milliers d'associations, de collectivités locales, d'individus. Mieux, ces alternatives construisent une société plus agréable à vivre, plus conviviale, plus solidaire, plus juste et plus humaine. L'agriculture paysanne, la relocalisation de l'économie, l'aménagement maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au tout routier, la sobriété énergétique, l'écohabitat, la mise au pas de la finance, la reconversion sociale et écologique de la production, la consommation responsable, le partage du travail et des richesses, l'entraide, la réduction et le recyclage des déchets, la préservation des biens communs comme l'eau, la terre ou les forêts en montrent les chemins. La lutte contre le changement climatique n'est pas une contrainte, mais un élan formidable pour construire un avenir humain. Laborariak beste sektoreak bezala dira, gure aktibitateak badu eragina klimari buruz. Gure produzitzeko maneran enpleatzen aldugu anitz energia edo gutiago. Baliatzen alditugu lekuan diren erresursak, baliabideak. Hemen iparraldean, lujaren gure eremuaren 180 belardiak dira. Eta beraz, egiten baldin badugu hazkuntza bat
belarraren inguruan, belar hori ondo baliatuz, leguminosak eginez, kanpotik soja erosteko partez eta holako gauzak, ene ustez posible da laborantza bat energia gutiago gastatuko duena, beraz klimari buruz ondorio txar gutiago izanen duena, lokalizatuago izanen dena, lekuko aberastasunak baliatuko dituena, lekuko ondarea baliatuko dituenak, eta ez kanpotik sarraziko sobera gauza. Lokalizatzen balimada, produzitzeko manera, ekoizteko manera, eta kontsumoa ere, garraio gutio da, kamion gutio da, autonomia gehiago da, ekonomoago da, eta hori guziek normalki klimari buruz zentzu onera joan behar dute. Klimaren aldaketa laboraria ungiko du lehen mailan. Eta beraz, lehen mailan behar dugu guk laborariek klimaren aldaketa horren kontrako sistemak atzeman. Energia gutio gastatzen dutenak eta gure lana hobekio paratzen duena. Face aux enjeux climatiques, il me paraît très important en fait, d'avoir un mode de vie en cohérence avec ces valeurs. Et c'est pour ça qu'avec deux autres couples, nous avons décidé avec mon mari de nous lancer dans un projet d'habitat coopératif sur la côte basque, avec un triple enjeu, à la fois habitat coopératif, habitat partagé, c'est-à-dire on a des espaces que l'on va mettre en commun pour réduire nos propres espaces de vie. Ensuite, cet habitat, il aura comme objectif d'utiliser des matériaux les plus écologiques possibles et locaux. Donc on part sur un mode constructif en paille avec une structure bois, en travaillant avec des artisans locaux. C'est très important pour nous, ça aussi. Et puis le troisième volet, c'est l'habitat passif. Habitat passif, c'est-à-dire un habitat qui n'a pas besoin d'énergie pour se chauffer. Un écoquartier, c'est un projet public qui a vocation à laisser une place pour chacun. C'est-à-dire dans un écoquartier, vous devez avoir une proportion de logement social, une proportion de logement à acheter par les habitants, une proportion de logement où c'est que vous allez pouvoir travailler, c'est-à-dire des mètres carrés économiques à côté des mètres carrés d'habitat, mais également une mixité d'espaces, des espaces publics, des espaces verts, des espaces habités, de telle sorte que vous ayez une mixité de fonctions, une mixité des espaces dans un même lieu. Alors, au-delà de ça, il y a dans la partie éco, la partie écologie. Et tout l'enjeu est de voir comment traiter de l'utilisation des ressources. La première des ressources, c'est le sol. Dans un écoquartier, vous devez user de peu d'espace, de telle sorte que vous augmentiez la densité tout en conservant un caractère agréable pour y vivre. Vous devez économiser de l'énergie, vous devez économiser des déplacements, et c'est en cela que les conséquences d'un écoquartier créé vont générer un monde différent parce qu'il consommera moins de carburant, parce qu'il consommera moins de chauffage, moins d'électricité, moins de déplacements, et donc une meilleure qualité de vivre ensemble. Ensuite, un élément qui a vraiment aussi été à l'origine de notre réflexion, c'est où est-ce qu'on habite. Donc nous, on est les trois familles, on est originaires du Pays Basque et on voulait habiter ici. Il y a une pression foncière énorme. On est aussi des gens qui aimons le grand air, la nature, les petits oiseaux, la campagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va acheter un terrain voilà, à 60 km de la côte, alors qu'on travaille tous sur la côte, faire énormément de transport en voiture, participer au mitage de la campagne en construisant notre petite maison. Donc en fait, on a choisi, et puis on a eu aussi l'opportunité d'habiter plutôt sur la côte, donc participer en fait plutôt à la redensification de l'habitat, c'est-à-dire qu'on va habiter sur une parcelle qui faisait partie d'une parcelle plus large et qui du coup, voilà, on redensifie l'habitat et on est proche en fait de nos lieux de travail, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser les transports en commun, le vélo, on ne va pas être obligé d'utiliser la voiture pour travailler.
consommant moins de territoire, on aura moins de disparition des cultures vivrières et donc la possibilité de laisser à proximité des villes des endroits où c'est que l'on va pouvoir cultiver les champs nécessaires pour pouvoir se nourrir. L'objet de villes vivrières ou de villes jardins tels que nous pouvons les imaginer derrière les écoquartiers sont en tout cas des alternatives à ce qu'était le pavillonnaire des années 70, 80, 90, qui elle consomme du territoire, consomme de la ressource énergétique, souvent d'ailleurs de manière carbonée. Dans un écoquartier, on peut utiliser, parce qu'on va utiliser le bois matériau, de stocker du carbone dans les maisons plutôt que de générer du carbone, de faire en sorte de laisser une place aux énergies renouvelables en lieu et place d'utiliser soit de l'énergie nucléaire, soit de l'énergie fossile, qui sont les deux énergies que nous consommons le plus. Nous travaillons au sein de l'association sur des scénarios de transition énergétique, c'est-à-dire comment, au niveau de notre pays, on peut imaginer jusqu'à 2050 avoir un paysage énergétique différent. Et ce scénario se fonde sur ce qu'on appelle la sobriété et l'efficacité énergétique. Autrement dit, réduire nos consommations, regarder les gaspillages, et puis après derrière, sur la production d'énergie proprement dit, faire appel au maximum aux énergies renouvelables. Et on arrive à ce moment-là à avoir un scénario qui est très cohérent avec la problématique de l'effet de serre, avec les problématiques de changement climatique, qui est un scénario de sortie du nucléaire vers 2035, une sortie maîtrisée du nucléaire, et en même temps un scénario qui anticipe aussi la fin du pétrole, du gaz et des énergies fossiles. Par exemple, c'est un scénario qui indique qu'il va falloir demain pas uniquement construire des bâtiments neufs très peu consommateurs d'énergie, parce que c'est aussi prendre de l'espace, prendre des matériaux, etc. Mais surtout s'intéresser aux 30 millions de logements sur lesquels on a des consommations énergétiques qui sont importantes. Et donc une des propositions, c'est qu'un très grand plan de rénovation énergétique poussé puisse se mettre en place. C'est très fortement générateur d'emplois. Gure estrategia ingurumenari egokitu behar zaio. Ez dezakegu lujaren babesteko estrategia bat baizik ezukan, eta beste bat pobreziarentzat, eta injustiziarentzat. Desafio horien aurkako borroka elkarri lotzen dioten estrategia bat izan behar da. L'un des enjeux, c'est d'aller s'attaquer à tout le système de l'oligarchie financière. Et vous avez là un énorme paquet de financements. On est toujours en train de chercher des financements. Vous avez entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Et là, ce n'est pas la presse alternative qui le dit. C'est l'ancien chef économiste de McKinsey. Et ces 32 000 ou ces 26 000 milliards de dollars, ils sont détenus même pas par 1% de la population mondiale, même pas par 0,1%, mais par 0,01%. Donc si on veut s'attaquer pour de bon au dérèglement climatique, il faut s'attaquer aussi au dérèglement financier. Nahi da egin klima aldaketan inguruan negozio bat. Eta negozioa da, ia zer aldogun atara hortik. Hori dauz pentsaten enpresa transnazionalak. Orduntxe, lehenengoko kauzia da agroerregaiak. Orduntxe da bihurtzia janariza energia moduan. Hori aztokeri bada, zeia mundun badakun nahiko goze. Gero nahi da emon erantzun teknikuak. Geoingineria, transgenikoak, aldatzien naturaleza. Eta hori ondinoko astokeri handizago da. Ze naturalezak
azkanien beren azkanengo hitza badako. Eta gero, azkana da, nahi da bihurtu merkatu bat, karbono kapturateko. Eta hori da beste guzur galanta. Hori ez da otzitzuko planeta, aberastuko da gitziri eta ganera da beste spekulatibo zulo bat. Quand on se pose la question des vraies solutions, c'est aussi pour évoquer les fausses solutions, parce qu'il y a un certain nombre de prétendues solutions qui peuvent aggraver le problème lui-même. Donc dans les vraies solutions, c'est d'abord évidemment tout ce qui permet d'économiser l'énergie. Hein. La première ressource, ce sont les économies d'énergie. Et il y en a à faire partout, dans le bâtiment, dans les transports, dans les modes de consommation. Donc ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource, c'est effectivement d'avoir des modes de distribution et de production qui sont beaucoup moins polluants, beaucoup moins dégageant des gaz à effet de serre. Et puis, les troisième possibilités, c'est d'aller aussi reforester, recycler, régénérer les océans. Donc ça, je dirais, c'est des solutions sur le plan technique, sur le plan écologique, qui suppose un accompagnement politique. Mais l'autre approche, c'est aussi de s'attaquer au dérèglement climatique, qui est celui du climat dépressif, du climat de résignation, ce que William Reich, dans les années 30, appelait la peste émotionnelle, qui peut être extrêmement dangereuse et contagieuse, et elle à court terme. Et donc sortir de ce climat dépressif, de ce climat de résignation, et renouer avec des stratégies dynamiques autour de la joie de vivre, du désir, et de ce que j'appelais le rêve, le rapport résistance, expérimentation, vision, ça, c'est au moins autant que les solutions techniques et écologiques, une approche nécessaire. Je dis souvent, face à des logiques de domination qui viennent du mal de vivre, choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance. On est aussi en train de dire qu'on est motivé pour une idée de société plus généreuse, plus solidaire, plus partageuse. Une société où ceux qui réussissent participent pour aider ceux qui ont un peu plus de mal. Qu'on ait une petite chance de se lever tous ensemble. Solidarité! Allez-y! On va rester motivé. Motivé, motivé. Il faut rester motivé. Motivé, motivé. Soyez motivé. Motivé, motivé. Faut se motiver. Motivé, motivé. Un événement comme aujourd'hui, Alternativa, c'est important parce que ça montre que les solutions existent, que les alternatives existent, que donc il suffit de le vouloir pour le pouvoir. C'est pas comme si les solutions n'existaient pas. Et après, Alternativa, c'était aussi important pour faire se réunir, mettre ensemble tous ces gens qui sont acteurs du changement aujourd'hui et qui, tous ensemble, constituent une force impressionnante, capable de changer la situation. Ce que je crois, c'est que ce genre de manifestation a pour objet de conscientiser le plus grand nombre. Conscientiser les gens, conscientiser les élus, c'est l'enjeu principal de ces temps-ci. Holako gertakari batek ekartzen du aldaketa handia. Ideiak barriatzen dira, ideiak sortzen dira, ideiak partekatzen dira eta ideia berriak. Eta ikusten da bide berri batzu posible direla. Etxipena den lekean itxaropena heldu da, eta ene ustez egungo egunaren ondorioak izanen dira. Ondoko hilabete eta urteetan ez da dudarik, eta nik uste dut laborariek eta laborantzak hainitz badola irabazteko egun bezalako egunekin.
Cet hommage qui a été fait à Stéphane Hessel est quelque chose de très fort, de très profond et qui a du sens. Qui pour moi, ce sens, on doit se l'accaparer justement pour dire non à toute cette dégradation de la nature, dire non à cette dégradation sociale et qu'on doit remettre totalement tout ce système capitaliste qui a une finalité productiviste, consumériste et qui amène justement cette dégradation écologique, cette dégradation sociale. Et ce moment-là est un moment important pour sensibiliser les gens, pour que les gens s'approprient, chacun à son niveau, son engagement pour dire une autre planète est totalement possible. Europako hiri eta lurralde guztiei dei egiten diegu gaur bertan hasita antolatzen, hasi daitezen aldaketa klimatikoari eta krisi sozial eta ekologiari eman beharreko alternatiben herriak. Batetik, agintariak interpelatu egin behar ditugu. Klimari buruzko nazioarteko hitzarmen handi eraginkor bete beharreko eta bidezkorik gabe ondorioak dramatikoak izango baitira. Bestetik, biztanleari dei egin behar dugu lehen baileen has dezaten beharrezkoa den iragaile sozial, energetiko eta ekologikoa. Horrela saiestuko baitugu klimaren mekanismoak behin betiko ondatzeko aukera. Il y a urgence d'une part, et que d'autre part, il faut absolument que toutes ces expériences se multiplient et que le message de Alternativa soit diffusé dans le monde entier, d'abord en France, de ville en ville, de village en village, et qu'il y ait une démultiplication de cette action. Cette journée se conclut sur un appel à lancer des alternatives partout, en France, en Europe, dans la perspective du sommet COP21 qui va se tenir fin 2015 à Paris. Et donc que chacun fasse ses villages, d'une part pour interpeller les décideurs d'en haut, mais également pour montrer et pour que la transition, le changement est possible dès aujourd'hui d'en bas et qu'on peut tous en être les acteurs. Donc c'est ce double message que devront porter les Alternativas, que chacun est appelé à construire dans sa ville, dans sa région, dans son territoire. Oui, il y a 1000 alternatives possibles pour une autre prospérité. Des millions de graines pour réduire cette équation à 7 milliards d'inconnus. 7 milliards de frères et sœurs pour multiplier les intelligences. Oui, il nous faut redevenir humbles. Le mot humble de humilité, humour, humus, c'est 25 cm de sol sous nos pieds où s'enracine la vie. Oui, le pouvoir des sans-pouvoirs est un pouvoir efficace. C'est le pouvoir des cœurs et de la volonté de la majorité des peuples du monde. Alors, pour toutes les marches du sel que nous avons inventées ensemble, pour les semences que l'on échange en cette merveilleuse journée Alternativa, des semences fécondes que Monsanto ne pourra jamais interdire, nous croyons à la loi des petits pas, cette autre loi du marché, le verbe marcher.